Great. So you're all welcome here for this, let's say, day 2 of the International Conference for AIDS and STI in Africa. So let me just start with due diligence and protocol. So Director Generals, industry leaders, we're sure those who have gone to the exhibition area have seen a couple of manufacturers there. So the apex bodies in the room, the DFIs, because we're talking a little bit of innovative financing here. So distinguished head of delegations. I've seen people from different countries across Africa and on the rest of the globe. Partners, delegate, our friends from all over Africa, you're all welcome. I'm saying, locally they say Mangwanani. I hope I'm saying it very well. Okay, so we have a fabulous panel with 2 powerful women and also a gentleman that will stand on his feet. So welcome to the 3rd day, I said it earlier, of ICASA 2023. And the second really row panel session. I'm Professor Nikes Dembi. I'm the senior advisor to the Africa CDT Director General from the African Union Commission. So in the coming plenaries, I've said, we'll hear from our impressive speakers who will address us on key health challenges, the delivery or the differentiated service delivery. We're going to hear about how we can definitely overcome some of those challenges in the key population in our particular context. We're also going to hear about gaps in domestic financing. Those that have been following this field for quite some time are aware that the Abuja Declaration on mobilizing 15% of our GDP to address health issues has been a challenge, which definitely can be an impediment in addressing some health issues across the continent. And the last presentation, again, will be on HIV financing, but targeting really prevention among youth. So before we get into the scientific presentations of this very interesting panel, I have the honor to introduce the chair of this plenary session. It's Dr. Aliou Sylla. He's the Secretary General of the SA. Those that are not familiar, SA is actually the body behind this conference, which has been running for years. It has become an industry. So, Dr. Aliou Sylla, I'm going to switch to French. Il est médecin directeur du centre de santé communautaire à Sakousek depuis presque 5 ans. Il est président fondateur de l'ACAD Santé Plus et médecin directeur du premier centre de prise en charge des patients du VIH, vivant avec le VIH à Bamako. I think c'est très important qu'on mette ça dans le contexte. Ce sont les pionniers de la réponse du VIH en Afrique. Également, c'est le coordonnateur du programme SIDA du ministère de la Santé du Mali. Il a fait pendant 10 ans, une décennie. Il est membre fondateur de la coalition internationale SIDA+. Il est directeur de coalition Plus Afrique, bureau de Dakar depuis 6 ans. Il est responsable du suivi stratégique CCM du Mali pour la réponse VIH, tuberculose et malaria. En résumé, comme vous avez vu dans mes propos liminaires, il est un médecin militant, activiste, engagé, ancré dans le socle communautaire et dans la lutte contre le VIH-Sida depuis près de 3 décennies. Donc, vous êtes la bienvenue, le docteur Sylla. On aura d'autres panélistes que je veux me prendre également la responsabilité de les présenter avant notre session qui commence dans presque 7 minutes. Nous avons le professeur Mehdi Kakouri.
Je vais te présenter. Voilà, c'est bon. Je vais donc, on va les inviter donc de passer sur... D'accord. Bon, je vais vous passer dans la parole, monsieur le modérateur. Merci, maître de cérémonie. J'ai le plaisir de modérer cette séance et bonjour tout le monde. J'appelle madame Christine Kafando. Applaudissez-la. Bon, j'ai choisi. Tu peux te mettre là. Parce que madame Anna Fouya. Voilà. Et nous avons M. Mehdi Karakroui qui est en virtuel. M. Mehdi, je pense que vous êtes là et vous suivez avec nous. Ce matin, j'ai le plaisir de modérer cette séance qui a vraiment un intérêt très important parce que la plupart des interventions, c'est la place centrale de la personne qu'il faudrait prendre en compte et l'équité dans les services de prévention de l'accès au traitement. Madame Christine Kafando, dont j'ai l'honneur d'introduire, est une militante, première personne séropositive vivant au Burkina Faso et qui a eu à témoigner à visage découvert. La disabilité, comme nous le savons, était quelque chose de très difficile, mais elle l'a fait. Elle s'est battue et elle a un point faible, ce sont ses enfants. Elle crie partout la prévention, la prise en charge des enfants. Et je pense que cette conférence, depuis quelque temps, témoigne vraiment de l'intérêt de nos plus hautes autorités par rapport à cette thématique. Christine Kafando est tellement engagée qu'elle a été couronnée avec beaucoup de reconnaissance dans son pays par le Chevalier de l'Ordre de Mérite National, à l'international, que ce soit avec le prix SIDAction et la Légion d'honneur française. Elle est présidente de beaucoup d'associations, surtout la Maison des Arrêts, qui regroupe 126 associations. Elle est aussi membre de l'Institut de la société civile pour la santé et le VIH en AOC. Christine Kafando, je m'arrête là, sinon on va passer toute la journée à parler de tes efforts. Merci d'être là, vraiment. Donc je vous donne la parole pour que vous puissiez faire vos mots. Applaudissements quand même. Voilà, vas-y. Ah. Allô? Vous m'entendez? Si vous entendez, applaudissez. Voilà, merci. J'utilise lequel là? Allô? C'est bon? Voilà. Je suis devant vous aujourd'hui parce que ICASA m'a identifié pour apporter une contribution sur l'apport des personnes vivant avec le VIH dans la riposte. Et cette riposte dans laquelle je veux m'inscrire, je pense que j'ai fait la communication en anglais, traduit en anglais. Je vais essayer de suivre. Mais bon, il ne faut pas trop compter sur moi pour les papiers parce que je ne suis pas très papier. Donc, le plan de présentation va aller comme vous allez le voir sur le tableau. Slide. Voilà, on va faire une petite historique, une situation, et puis, il faut que je regarde le français, hein. Une situation au niveau mondial et au Burkina. Et quelle était la prise en charge à cette époque, les grands défis, d'où on est parti, les actions des personnes vivant avec le VIH,
les défis actuels et perspectives. Et pour finir avec une petite conclusion. Alors, comme vous le savez tous, on a entendu parler pour la première fois du VIH-Sida en 1981 dans le monde. Et dans mon pays, le Burkina Faso, on a entendu parler de ça en 1986. Et c'est 10 ans après qu'on a vu le premier cas de VIH, soit en 1991 au Burkina Faso. Et en ce moment, les gouvernements peinaient vraiment à percevoir l'urgence de la situation. Et il faut dire qu'en son temps, nous, les personnes vivant avec le VIH, il fallait prendre notre mal en patience parce qu'on attendait simplement de mourir. On doit mourir parce qu'il n'y a pas de traitement. On doit mourir parce qu'il n'y a aucune organisation. On doit mourir parce que nos gouvernements n'avaient pas aussi compris l'importance de cette urgence. Et c'était l'hécatombe au niveau de l'Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je suppose en Afrique de l'Est aussi. Alors, il y avait une très forte stigmatisation en son temps. C'est-à-dire que la stigmatisation même commençait par le personnel de santé. Le personnel de santé qui était confronté aussi à une nouvelle maladie, à une nouvelle épidémie dont elle ne maîtrisait pas les contours. Donc la stigmatisation, eux aussi ils avaient peur. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas occupés de nous, mais en ce moment ils avaient très peur du VIH-Sida. Et donc nous, on était des personnes stigmatisées, non seulement par le personnel médical, stigmatisées par la famille et également dans la communauté. Et j'avoue que ce n'était pas facile. C'était très difficile quand on te stigmatise par rapport à une maladie. Et je vous assure que le regard des autres a fait beaucoup de victimes. Beaucoup de personnes se sont laissées mourir parce que les autres les ont stigmatisées, parce que les autres les ont insultés, parce que les autres les ont accusés à tort et à travers. Donc, beaucoup de gens sont tombés à cause de tout ça, de l'abandon, le rejet, et il y a eu beaucoup de morts. Et en son temps, c'était la maladie honteuse, c'était la maladie du sexe, c'était la maladie des Blancs qui sont venus nous donner la maladie, des homosexuels. Vous voyez comment la perception était. Mauvaise publicité des médias. Les médias sont là aujourd'hui. En son temps, vous aussi, vous étiez ignorants. Et vous avez passé des mauvais messages qui ont contribué à stigmatiser les personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, vous êtes bons. Hein, je ne dis pas que vous êtes toujours. Mais c'était avant. Donc, ne tenez pas compte de ce qui est passé. Mais c'est l'histoire. L'histoire nous rappelle. Alors, comme j'ai dit, le premier cas... Ah non, je confonds le truc. Alors, en son temps, le dépistage. Quelle prise en charge à cette époque? À cette époque, il n'y avait pas de prise en charge parce que simplement, les traitements pour le test de dépistage simplement étaient très coûteux. Ce n'était pas à la portée des personnes vivant avec, de la population, parce qu'il faut se dépister pour savoir que tu es infecté. Et là, il n'y avait pas de dépistage et c'était très coûteux. Et la prise en charge se résumait essentiellement au cotrimoxazole et de quelques médicaments pour les infections opportunistes. Alors, c'est juste pour vous dire que, comme j'ai dit au départ, il fallait prendre son mal à patience parce qu'il n'y avait pas d'antirétroviraux. Ou alors, les premiers antirétroviraux, c'était l'AZT. Je m'en souviens très bien. Et l'expérience pilote à Bobo-Dioulasso, c'était pour la transmission mère-enfant. Voilà, les malades, comme j'ai dit, devaient prendre les mal à patience, le temps de mourir. Et les grands défis à l'époque qui se posaient à nous, c'était d'abord de se faire former, de se faire accepter par le monde médical et les chercheurs et forcer les portes. Parce que, comme j'ai dit, la stigmatisation même venait de là. Comment il faut faire pour pouvoir discuter avec eux d'égal à égal, de connaissance en connaissance? Donc, il faut aller se faire former. Et lutter contre la peur, les représentations négatives véhiculées par les médias, comme je l'ai dit, et le grand public. Lutter pour que la recherche avance et que les laboratoires rendent disponibles et accessibles au plus vite les premiers traitements. Et il fallait aussi qu'on gagne en expertise pour faire progresser la recherche et l'accès à la prévention et au traitement pour influencer les politiques. Comme j'ai dit, ils peinaient à prendre des décisions et donc il fallait que nous, on se forme. Et qui a été nos partenaires pour nous former? Je voudrais mentionner ici l'ONG, l'association ACTAP en France, l'association AIDS, l'association SIDAction. Voici des structures que moi, je ne pourrai jamais oublier parce que les compétences que j'ai aujourd'hui sur le VIH, ils ont contribué à me les donner. Je ne vais pas passer sans citer l'Agence nationale de recherche sur le sida également, dans lequel j'étais dans le conseil scientifique. Alors, donc, obtenir la gratuité des antirétroviraux, y compris les examens biologiques et les frais d'hospitalisation. Parce qu'en son temps, tout ça, c'était payant. Il n'y avait pas d'exonération. Tu as ton VIH, débrouille-toi, soigne-toi et paye tout. Et je vous assure que le médicament, en son temps, en bithérapie, coûtait 1 000 €.
1 000 euros, quel Africain, quel Burkinabé particulièrement pouvait se l'acheter, si ce n'est qu'un voleur? Alors, convaincre la population à aller au dépistage et à accepter une prise en charge. Alors, partir de rien, ça veut dire que nous, on ne connaissait rien, on n'était rien et personne ne nous considérait. Ça, il faut le dire. On ne connaissait rien, on ne savait rien. Donc, il fallait maintenant développer des fondements de l'approche communautaire. Prendre la parole en tant que personne vivant avec le VIH, d'où les témoignages dont le docteur Alusila a évoqué tout à l'heure, en tant que personne vivant avec le VIH. Et ça n'a pas été facile parce qu'après ça, il y a eu encore plus de stigmatisation. Mais comme je le dis, moi, je m'en fous. Je m'en fous de la stigmatisation, je m'en fous des gens qui me stigmatisent. Mon VIH, c'est mon VIH, ça ne regarde personne. Et là, ça m'a donné un peu plus de force et de courage à aller chercher d'autres à faire face à la stigmatisation dont on faisait objet. Dans les années 93, beaucoup d'associations ont commencé par la prévention avec aucune expérience. J'espère qu'il me suit. Hein? C'est bon? Voilà. Aucune expérience. Et plusieurs acteurs de première ligne, de fortes personnalités nous ont soutenus. Je me souviens très bien, la première association qu'on a mise en place pour les personnes vivant avec le VIH, l'initiative est venue d'un médecin infectiologue, le docteur Sawadogo Adrien, que je vais citer ici parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Le professeur Philippe Van de Peer, le docteur François Petitjean, le docteur Sanou Zezouma, le premier psychiatre du Burkina Faso, et paix à son âme d'ailleurs, et d'autres personnes, docteur Dambélé Mathurin, qui ont été vraiment au cœur de ce combat. Alors, les témoignages à visage découvert ont eu un fort impact et ont donné un visage plus humain au VIH. Sensibiliser la communauté le plus proche des personnes concernées et avec elles. Notre travail a consisté à aller vers les gens pour dire le VIH, on peut mieux se porter, on peut vivre avec. Pourquoi se cacher? Pourquoi mourir? Aller au dépistage. Et donc, toutes les personnes que nous rencontrions étaient sensibilisées et nous assurions en ce moment des permanences médico-sociales. L'hôpital de Bobo-Dioulasso était occupé à 90% par des personnes vivant avec le VIH. Et la plupart succombaient. Les gens tombaient comme des mouches. Et je vous assure que quand je parle de stigmatisation, quand le personnel médical arrivait sur un patient VIH, il faut porter 10 gants. Il faut doubler les gants pour toucher le patient. Et il avait un carton rouge. Le carton était bleu, mais on mettait un signe rouge pour dire qu'il est positif. Vous voyez la forme de la stigmatisation. Et là, ça n'a pas été vraiment facile pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé des lieux d'accueil pour l'autosupport, afin de parler de ce qu'on était ailleurs. Parce que les gens ne voulaient pas en parler. C'était vraiment la cachette, la honte. Et donc, comment il faut faire pour proposer un accompagnement global et aller au-delà de la prise en charge médicale? Donc, nous avons essayé de revoir le principe Denver. Voilà, Denver, c'est se mettre ensemble et lutter, refuser la stigmatisation, l'étiquette qu'on mettait sur les personnes vivant avec le VIH. Et ensemble, nous avons pour la première fois essayé de nous retrouver et mettre en place des stratégies pour lutter contre la stigmatisation et avoir accès aux soins. Ensuite, on a mené une lutte pour faire évaluer les lois et les dispositifs qui éloignent la prévention. En son temps, quand tu es personne vivant avec le VIH et qu'on te voit avec quelqu'un, ben, c'est toi qu'on accuse. Lui qui n'a pas fait son test, on ne sait même pas de quoi il est. On va dire, ben, toi, comme on sait que tu es VIH, c'est toi qu'on condamne. Alors que pour nous, la responsabilité est partagée. Voilà. Comment tu peux aller avec une femme ou avec un homme sans, en ce moment où le sida battait son plein, sans se dire, ah tiens, je peux peut-être être infecté et je vais transmettre, ou alors je suis infecté, pourquoi je vais transmettre? Et tout ça, non, on préférait nous stigmatiser. Et la loi, il y avait des lois qui pénalisaient les personnes vivant avec le VIH. Et donc, il fallait travailler également à ce que cette loi-là ne soit revue et reconsidérée. Alors, on disait que si on ne touchait pas le haut, on ne toucherait pas le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en son temps, on se battait, et comme j'ai dit, les autorités, il fallait aller les toucher. Pour la petite histoire, je vais vous dire que moi, je revenais de la France quand, à l'aéroport, mon téléphone a sonné. Je décroche, c'est le secrétaire permanent. Madame Kafando, vous êtes où? J'ai répondu, ben, je suis là où je veux. Ah bon, c'est comme ça que vous répondez? Ça veut dire quoi? Bon, commencez à me menacer. Bon, comme c'était un militaire, il fallait aller doucement. Donc, je suis allé doucement et la communication s'est coupée. Après, il m'a rappelé, on voudrait te voir. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai dû parler mal à une autorité ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait,
il m'a convoqué pour faire une photo avec le président. Et à mon arrivée, il me dit, est-ce que vous avez une photo qu'on pourrait faire un copier-coller avec le président pour faire une campagne de sensibilisation? Ah non, j'ai dit, il n'en est pas question. Il n'en est pas question si le président veut qu'il vienne faire la photo avec moi. Parce que c'est lui qui veut faire la campagne. Moi, je voudrais bien faire la campagne, mais je veux être à côté du président. Et c'est comme ça, séance tenante, il a appelé le président, qui n'a pas trouvé d'inconvénient et qui m'a appelé à la présidence. Et j'ai fait la photo, la campagne, ça me concerne, et toi. Voilà. Et donc, du coup, bon, je ne sais pas qui est fier d'être à côté de qui, mais je pense que c'est lui qui était plus fier. Pardon? D'accord, ok, je vais vite alors. Alors, les associations ont basé et doivent continuer à baser leurs actions, leurs revendications sur les connaissances du terrain, sur les résultats de recherche et leur travail en commun avec les chercheurs. Elles ont porté leur voix auprès des décideurs publics et y parviennent-ils aujourd'hui? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce qu'aujourd'hui, les associations que nous sommes, est-ce que nous arrivons toujours à porter la voix des personnes vivant avec le VIH, des personnes qui sont stigmatisées, discriminées? Voilà. Et aujourd'hui, quels sont les défis pour mettre fin à l'épidémie du VIH? Moi, je parle carrément d'une réduction drastique des nouvelles contaminations, réorienter les partenaires techniques et financiers, parce que j'ai l'impression que c'est du bazar en ce moment avec la lutte contre le VIH, et amener nos États à s'approprier également de la lutte et mobiliser des ressources durables au niveau local, endogène, pour le VIH-Sida. Et les personnes vivant avec le VIH également doivent pouvoir prendre le rôle qui leur sied. Aujourd'hui, quand vous regardez le paysage de la lutte contre le VIH-Sida, c'est devenu un business. C'est devenu un business. On ne met pas la personne concernée au centre. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Les malades, les populations clés, ils sont où? On ne les met pas au centre de la question. On se bat pour mobiliser de l'argent. Avant, on se battait pour la personne vivant avec le VIH ou la personne discriminée. Aujourd'hui, on se bat pour l'argent. Et des gens qui deviennent des experts dans le VIH et qui se baladent justement, voilà, sur le dos des personnes vivant avec le VIH. Le leadership des jeunes dans la riposte est très important. Donc aujourd'hui, dans la salle, il y a des jeunes. Je suis heureuse de retrouver qu'il y a des jeunes. Je termine en concluant que les associations ont pensé et agi de manière globale sur tous les fronts, ce qui permet de prendre en compte la santé globale des personnes vivant avec le VIH, avec les co-infections, et peut mieux encore faire. On peut beaucoup faire. Cette mobilisation exemplaire de tous les acteurs et compétences mises en commun est un modèle pour les nouvelles générations, mais aussi dans la lutte contre les autres pathologies. Cette dernière phrase est pour les jeunes qui sont dans la salle. Réveillez-vous, prenez vos responsabilités et on vous accompagne. Merci. Je voulais beaucoup dire, mais je ne peux pas. Le temps est court. Merci. Merci Christine de cette brillante communication. Et maintenant, nous allons passer au deuxième orateur, qui est Madame Anna Fouya. Anna Fouya est infirmière, elle est sage-femme, elle a un doctorat en planification, recherche, en santé maternelle et infantile. Elle a travaillé pendant 38 ans au niveau du ministère de la Santé du Malawi. Donc, elle a beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé maternelle, santé infantile, dans le domaine de la santé de la reproduction, la santé sexuelle chez les adolescents et les jeunes. En un mot, voyant son parcours, nous pouvons dire que le concept de One Health peut se résumer à Anna par rapport vraiment à son expertise. Et Anna va nous parler ce matin de vraiment un titre très important qui est de recentrer le financement de la lutte contre le VIH pour combler les gaps d'équité en matière de VIH en Afrique et surtout pour assurer la prévention chez les jeunes. Anna, vous avez la parole.
15 minutes. Good morning once again. I've been threatened with 15 minutes, but I had made a presentation of 2 hours, but I will try to make it in 12 minutes. My presentation this morning, ladies and gentlemen, we would like from the Amref family to make a case that we need to do more in terms of financing for HIV services, specifically focusing on the youth. Next slide. I would like to start by reminding us what we have been hearing since we came here on Sunday on the new infections within our region. If you can look at the graph that I'm just sharing with you, which I'm sure some of us have seen since we came here, is that indeed we have made some progress in reducing new infections. But all the same, Africa is still having a challenge. As you can see, the blue line on top, we've made progress, but we are still the ones that are on top of receiving new infections, which means we still have a lot to do for us to end the epidemic. Much as we've seen that there's already an increase in the new infections, we also need to look at who actually is being infected more, so that when we have the funds that we want to advocate for this morning, we should know who to be targeted. Next slide. This graph, we are trying to show that if you look at the new infections by age and sex group, it is the adolescent and the young female, the young women, that are mostly affected. You can see that the blue and the dark line are showing that the female aged between 15 and 24 and then aged between 25 and 34 are the ones that are getting more infected comparing to their male counterparts. So this is what we would like to bring to the attention of the House this morning, that when we get the resources, this is where we should be targeting our efforts. Now, what are the monies that we have to face this challenge? This is, I want to share with you the current financing challenges that is faced by Africa, most of us that are here this morning. Firstly, I would like to share with you that within the Africa region, most of us, health services are dependent on external funding. It has already been mentioned earlier on in the session that not all countries have met the 15% Abuja target that was set some time back. Probably the president of 2023, ICASA, would come to my rescue, that his colleagues, the ones that he was with in Abuja, because I remember, sir, you were at that time, trying to sign this declaration that all ministers of health should try to advocate to the ministers of finance that at least health should receive 15% of the national budget, so that we should be able to finance all the healthy activities, especially to strengthen health system to deliver high impact interventions. But as of to date, I know not all countries have done this. Example is my own country. I think probably we are hovering around 9%, which we know that that is not enough. But the little that we have, we are also not investing enough for HIV, especially in capital investments. I remember yesterday we were discussing with some people where we are doing male medical circumcision under a mango tree. This is not an appropriate intervention or an appropriate infrastructure where we can do such interventions. But we have also noted that the funds that we have, we are not distributing the funds equitably. There is an imbalance between monies that go for prevention and those that go for a treatment. And we all know that prevention is better than cure. We have private sector that are operating in our settings.
but they have very limited engagement in supporting interventions for HIV and all other health-related interventions. We are also aware that there is a funding gap for HIV programs amounting to about 8 billion. That was in 2021. I'm not sure if we have reduced this figure. If we have, probably very minimal. Because of this, organizations that are providing services for HIV and all that, including malaria and TB, they have very limited funding to do what they would like to do to support interventions. So these are the challenges, ladies and gentlemen, that we are meeting. Now let's see what does it mean on the ground. Next slide, please. Because of these challenges of the financing that I've just shared with you, we noticed that people living with HIV in the sub-Saharan region, there are a lot of them, 2 in every 3 of them are in the sub-Saharan region. In terms of adolescents living with HIV, 8 out of 10, they are in the sub-Saharan region. But also, worse still, poor countries as we are, with a high burden of disease, but we also have a high burden of debt that we have to repay year out, year in. And we are also aware that the richer countries from the West particularly are cutting aid for global health, which is also a challenge. If you recall earlier on, I did mention that our services are dependent on external funding. So if these brothers of ours are cutting their aid, it means our health sector is not going to perform. And we have evidence on the ground. Since these days we believe in evidence-based programming, we know that HIV prevalence is related to disparities in income in the countries. So let's put this in mind. So when we look at the youth, the ones that I would want to advocate for this morning, I would like to present to you, ladies and gentlemen, that the adolescents and the young people in the sub-Saharan region are disproportionately affected by new infections, like I showed in the first group. And we know that this group, 1 out of every 4 of them have the new infections. We are also aware that 800,000 adolescents living with HIV in our region are not on life-saving treatments. We are also aware that 6 out of 7 new infections are among girls, like I did show you before, that the young women between 24 and 34 and the adolescents between 15 and 24 are the ones that are recording more in the new infections. And now the access to services, there are also a lot of gaps in there, which I would like to remind you, which I know you already know, that we have inequalities between people living in the urban areas and those in the rural areas in terms to accessing services. But we also know that the young people, especially the ones that are sexually active, have limited access to services that can assist them to prevent this problem. But we also know that we have marginalized groups like sex workers, the LGBTs. They have also limited challenges to accessing both the preventive and the treatment services. So if we had all the resources that we would like to have, what would we experience? Next slide. If we had adequate services, ladies and gentlemen, we will be able to sustain economic gains, because all these people that are sick would be up and about doing development work. But we also know that we'll be able to enhance education outcomes, especially for the young women and the girls. And we know that, educating the girl or the woman is a good investment for any nation. We are also likely to reduce gender inequalities, because we have already noted that the girl child is affected more. We are going to increase the livelihood and health, especially for the adolescent and the young women, so that they can also realize their potentials as human beings. We will be able to make sure that everybody, especially the people living with HIV, have access to high quality
ARV services. We would empower communities with people living with HIV, including key populations, to participate fully in development. Most of us have development agendas that are going to take us to 2030. So if we leave other people behind, we are likely not to do that. But most of all, we are going to respect the rights of these people, because whatever your situation is, you have a right to live like a human being and enjoy your life through having good services. So how are we going to get the monies that we need? Because basically we really need to do something. Yesterday in this same room we learned a lot of lessons, and we would like to promote these lessons that are going to bring money on the table for the health sector to take and do what it knows best. So we can learn from each other. A South-to-South intervention would help us so that we can learn from each other. For example, we know that in South Africa there's a health insurance scheme that integrates HIV funding into broader health financing. From Rwanda, we have learned that there's integration of HIV services into primary health care. In Tanzania, there's successful direct health facility financing and community-based insurance. But also not to forget our own host. Yesterday we learned that in this country, Zimbabwe, they have a levy on HIV/AIDS. So these are some of the lessons that we can learn and try to implement in our own settings so that we can generate more income for HIV-related interventions. We can also accelerate, next slide. We can also accelerate private-public partnership in HIV response. Remember, I mentioned that we have private sectors that are operating in our countries, but we don't take advantage. So let's make sure that we go and do public-private partnership so that we can generate income. But I would also like to ask, like the day we had the official opening, the two presidents here, they had pledged that they would want to prioritize health financing, especially for HIV. And I know that this country is doing okay, because I heard on the news this morning that the president is advocating for this financing, and let us learn. And I'm hoping when we go to our countries, those of us here that interact with the powers that be, let us remind them that we need to get to that 15% without fail. We also need to focus on capital investments and equipment for HIV, because we know that if you don't have equipment, you may be a good clinician with good skills and competencies, but if you don't have the equipment, then all your skills are no help to anybody. So let us try to implement these tested approaches so that we can do something to make sure that the people that are suffering most are getting the care that they need. The few things that I would like to push for this morning as I conclude my presentation is, one, let's go there and engage the private sector so that they can put in their money. We need to do a lot of health insurances for financial protection, because you know if you have to pay out of pocket every day, you are likely to face financial ruin. But we need to make sure that we also have good public financial management systems. I gave an example of the HIV levy being done here in Zim. So we need to make sure that we can impose taxes on social services, food products, drinks, mobile phones. Popularly, we call this the sin taxes. But if we collect this money, it has to be managed properly so that it doesn't end in somebody's pocket. I know yesterday or sometime this week we'll be commemorating the Anti-Corruption Day. So let's make sure that the monies that we collect go to finance health. We heard a lot about debt, and we are arguing and asking that probably we should be swapping on the debt agreements so that instead of us paying the debts that we owe, probably those can be done as grants so that we can implement. I remember at one time the World Bank had the HIPC arrangement, so we may wish to go back to the World Bank and ask for this.
We can also do other innovations. For example, from the Africa region, we have lots and lots of our brothers, sisters, sons and daughters working outside our countries, especially in the global West. Probably we can propose for the diaspora to share their monies through bonds, social development, and all that, and risk credits. If we do these things, I believe that we'll be able to have a strong framework for HIV commodities within the African countries. Thank you. Lastly, but not least, let's think integration, because through integration, we'll be able to improve on the health system inefficiencies and also be effective both in service delivery, procurement, and giving oversight. As we are doing the integration, let's also think of how we can sustain the donor funding for malaria, TB, and even HIV, because we know that if we don't tackle these three diseases together, we are likely not to win our battle. Lastly, but not least, I would like to mention that those of us that do programming for these programs, let's put money into the interventions that are taking services to where the adolescents are than expecting them to come to our facilities where they are afraid to meet with their uncles, their moms, and everybody. I rest my case, ladies and gentlemen. Let's go and find the money for the youth. Thank you. Merci Anna pour cette brillante présentation. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de M. Mehdi Karakouri, qui est médecin, professeur de médecine au niveau du Maroc. Aujourd'hui, un militant associatif engagé, président de l'association de lutte contre le sida du Maroc, qui est vraiment lead au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il est membre vraiment du CCM au niveau du Maroc, de la commission par rapport à tout ce qui est droits de l'homme, mais surtout, c'est un grand chercheur, surtout la recherche-action, pour trouver, poser des questions et trouver des solutions telles que dans le domaine de la stigmatisation, de la discrimination, de l'éthique, de l'accès à la prévention, de l'accès aux soins et aux traitements. Il est aussi et surtout très important, président d'une coalition internationale de lutte contre le sida qu'on appelle Coalition Plus, qui regroupe plus de 100 associations au niveau de plus de 50 pays qui couvrent tous les continents aujourd'hui au niveau mondial. Karakouri, vraiment, merci d'être avec nous. Il va nous parler d'une question essentielle par rapport à l'inclusion des personnes, des populations clés, des personnes vulnérables, marginalisées par rapport à la prévention, à l'accès aux soins, au traitement et au support. Professeur, vous avez la parole et je vous fais confiance, c'est pour 10 minutes. Merci. Merci Aliou, j'ai perdu le son. Can you hear me? Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup, cher Aliou. First of all, I would like to thank the organizer for their kind invitation, and I'm so sorry I can't join you physically in Zimbabwe. So today we are going to talk about human-centered inclusion. Yes, next one, please. We know that key and vulnerable populations are disproportionately affected by HIV. More than 70% of the new infections occur within this group. They have inequitable access to quality HIV services, and one of the reasons is because they face disproportionate levels
stigma, discrimination, violence, human rights violations, just to mention some of the few obstacles. And this lack of accessible and acceptable services targeting key and vulnerable population, of course, result in a low uptake of prevention. Next, thank you. So we all know the ideal package of services targeting key populations. I'm sure this list is not exhaustive, but it is it includes the most important things that we have to put in place. But having you can have the most comprehensive services if you don't make them accessible. Next, please. If there are problems of access, if because of significant barriers due to police harassment, to societal discrimination, people won't access them. Next one. The services have to be convenient for those who for whom they are designated for. For instance, if you don't have convenient opening hours, if you don't do moonlighting, for instance, you cannot reach certain groups. Next one, and also you won't be able to retain people in care. And one of the examples that we can see is the drop in the number of new PrEP users just few months after initiation in a lot of places. Next, please. So how can we solve that? Next. In Coalition Plus, we all believe that we can improve the situation by, of course, adopting a centered people approach with the global answer to health news. What does human-centered approach mean is that we are considering the person along with all the comprehensive health needs of the person. Of course, this is no news for you all, activists of HIV in Africa. We didn't reinvent the wheel, but we just adopted as an approach in all our actions. Next, please. Coalition Plus is an international network of community-based HIV/AIDS and viral hepatitis organizations who are committed to the health and the right of key and vulnerable population affected by HIV and hepatitis. Next, please. It spans all over 4 continents with more than 100 partner organizations and 16 members. Next, please. So our approach is that we adopt a threefold action. Health services, community research, and advocacy that permanently interact to propose impactful responses to the epidemic. Next one. So community-based research will produce data. Next, please. That feeds into advocacy. Then the next one, I'm sorry, I have a lot of arrows in my presentation. Advocacy, in turn, will contribute to changes in public data and will feed and will enable, implementation of impactful services. And then services will feed into the definition of community research priorities. In turn, next please, this community research again will contribute to the production of data to improve services, and services will then provide feedback on dysfunctions in care to feed into advocacy work. Next and next. And then advocacy seeks the data it needs to consolidate its strategies from research. So this is a full circle that is constantly interacting. The elements are constantly interacting. Next, please. Health network
also inclusion. The health network system is composed of as we see it, the private sector, the community system, and the public system. And by the community system, it is understood from our part as the healthcare structures that are run by communities affected by the diseases and stemming from civil society. Next, please. And then next. Sorry, I thought that I were going to do my slides, but it's okay. Yeah, right here. Thank you. So all together, those three sectors will form the community health network and will offer a diversified range of services. Of course, the private sector and the public sector will offer health services that meets the need of the greater number of users, those users who often know how to use the service themselves. Then the community system will steps in for the others. So thanks mainly to the peer education, the community system seeks out and brings health services to people, very often to the most vulnerable and marginalized, in a setting that is adapted to their lifestyles, to their needs. And I am very glad, no, not yet, thank you. And I am very glad to see that in the pre-conference, we Coalition Plus launched this call for the official recognition of the peer education, which is very important. And it is still time for you to sign the petition. You just contact one of the Coalition Plus teams who are present in the conference settings, and you can do it. Thank you. And just to illustrate what I have been saying, I will present now, next slide, 2 programs of Coalition Plus showing that a centered people approach with specific aims to understand barriers and to understand barriers and to implement people need will result in sorry, I can't even see my slide. It's okay. Will result in this human-centered inclusion that we are talking about. So the first program is the program called PrEP Femme or PrEP Woman, implemented by Coalition Plus in Mauritius, in Morocco. Mehdi, tu es là? Nous t'avons perdu? Bon. Mehdi? Transgender women and female partners of people who inject drugs. We conducted surveys to understand barriers faced by women and to understand how we can adapt PrEP service delivery to better meet the needs of those women. So we have worked, of course, with the community. We have established community councils for each key population category that were, of course, consulted at each stage. Next, please. So the outcomes of the program is that our organization in Mauritius, PILS, and in Mali, Arcade Santé Plus, were able in setting up for the first time a community PrEP service tailored to the needs of women at high risk of HIV acquisition, and ALCS in Morocco improved the already existing services. We adapted the services delivery to the needs expressed by the woman, and we better understood how we can improve PrEP communication, especially awareness raising. We adapted prevention tools and how we can mobilize the community to
to have a better community mobilization regarding PrEP. Next Mehdi, slide. le temps est terminé. Hein? Ok, très bien. Voilà. Okay, merci. This was another example, but can we go to the last slide? I had just it's the same. Can we go to the last one? Yes, this one. Before the thanks. Yes, thank you. Thank you. Merci beaucoup. Oui, Aliou. Bon, c'est fini, hein? Ou bien tu as je donne 1 minute. Ok, c'était ma dernière. Just wanted to say how human-centered inclusive services can meet the global health needs by providing these differentiated service delivery models. And it is fundamental, of course, to include the community at all stages, to help address the barriers, stigma, discrimination, access, and at the end, ensure health equity. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mehdi. Merci à la salle de rester 2-3 minutes avec nous parce que nous voulons honorer, célébrer des jeunes chercheurs. Et à ce titre, j'appelle M. Pierre Pelé, qui a été le 2e président de la Société africaine anti-sida en 1995 en Ouganda. Ouganda, c'était un tournant décisif. Donc, M. Pierre Pelé, merci d'être là avec nous. J'appelle Mme Meskerem, l'infatigable. Elle est toujours là à nos côtés. Vraiment, qui est la mascotte maintenant de ICASA. Merci, Meskerem, d'être avec nous. Vous venez, s'il vous plaît. Donc, pour les jeunes, les meilleurs abstracts, pour le track A, j'appelle Mme Edwidge Hermione Dagba Gbessin du Bénin. Et pour le tract B, j'appelle Dr Kazimulo Immaculate Tsuma de Zimbabwe. Le titre de l'abstract, celui de Mme Edwidge, va être donné par Pierre Pelé. Sachez que son titre, c'est la diversité génétique et profil de résistance des enfants en échec thérapeutique et suivi sur 5 sites de prise en charge au Bénin. Voilà. Monsieur Pierre Pelé. Voilà. Pierre donne à Edwin. Ah. Track et Pierre Pelé donne à Edwin. Le genre sera respecté en ce moment. Ce n'est pas commencé par la femme, mais par l'homme. Voilà. Merci. Ouais. Merci. C'est bon? Merci Pierre. Le deuxième arroir va être remis par Madame Meskerem, la maman des enfants. Vraiment, ça ne serait jamais de te dire merci pour tout ce que tu fais pour l'ASA. Le titre, c'est « Analyser les causes et les déterminants cliniques de la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH dans le centre de santé de Bulawayo ». Donc, ainsi prend la fin de cette session et vous avez compris que la personne est au centre de toutes nos approches. Les personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant avec d'autres handicaps, les populations clés, les groupes vulnérables, tant qu'on ne les met pas au milieu, on ne pourra pas avoir le résultat escompté. Et ensuite, ce qui est ressorti, comme on le dit chez nous, ne te couche jamais sur la natte de quelqu'un, parce que tu n'es pas sur une natte. Donc la dépendance financière, il faudrait que les mobilisations des ressources domestiques vraiment soient une réalité en Afrique. Et nous avons vu des pays qui ont reçu, comme le Rwanda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, des modèles d'intégration du VIH dans les soins de santé
primaires, des modèles d'intégration, la mise en place des services d'assurance maladie. Je crois que nous devons être innovants, créatifs, pour que nous puissions bouter le VIH de notre continent. Je vous remercie et bonne continuation. Ouais, on va faire une photo de famille avec...